Bonjour Sophie Janvier, bonjour Julien Scanzi. Merci à l'un et l'autre de participer à cette nouvelle interview Regard croisé sur le microbiote. Alors, qu'est-ce que le microbiote? Quel est son rôle? Comment en prendre soin? On voit ça tout de suite avec vous, Sophie Janvier. Vous êtes diététicienne nutritionniste spécialisée dans les pathologies digestives chroniques, l'endométriose et les troubles du comportement alimentaire. Vous êtes également chroniqueuse santé. Vous venez de sortir un livre aux éditions Le Duc intitulé « La méthode douce pour mieux manger ». Et vous, Julien Scanzi, vous êtes gastro-entérologue au CHU Clermont-Ferrand et l'hôpital de Thiers. Et vous êtes également membre et cofondateur du groupe français de transplantation fécale. Vous venez également de sortir un livre aux éditions Le Duc intitulé « Incroyable microbiote ». Alors, ce microbiote, en fait, il constitue un organe à part entière. Il est composé de 10 000 milliards de bactéries plus ou moins bénéfiques ou toxiques qui évoluent en communauté au sein de notre tube digestif. À l'identique de la carte ADN, ce microbiote, en fait, on en a tous chacun qui est unique et qui va évoluer au cours de notre vie. Et son équilibre ou son déséquilibre va jouer un rôle crucial sur notre santé. Julien, je voulais que vous nous en parliez. Alors en fait, ces bactéries, elles ne sont pas là pour rien. Effectivement, on a des dizaines de milliards de bactéries et d'autres micro-organismes qui constituent notre microbiote. Et ces bactéries, parce que c'est elles qu'on connaît le mieux, elles vont jouer plusieurs rôles pour nous maintenir en bonne santé. Elles nous aident au quotidien sans que nous en rendions compte et participent au bon fonctionnement de notre organisme. En fait, elles permettent par exemple de digérer les fibres alimentaires qui sont en quelque sorte leur substrat énergétique. Euh, Elles sont capables de synthétiser directement ou indirectement des petites molécules qu'on appelle des métabolites qui vont être très utiles au quotidien. Alors, ça peut être certaines vitamines, des acides gras à chaîne courte comme le butyrate, le propionate, et des neurotransmetteurs qui sont en quelque sorte des messagers chimiques comme la sérotonine. Elles vont également nous aider à nous défendre vis-à-vis du coup, des mauvais microbes qu'on appelle les pathogènes, via par exemple le renforcement de la barrière intestinale et la sécrétion de petites molécules qu'on appelle des peptides antimicrobiens, qui sont en quelque sorte des antibiotiques naturels. Alors, elles vont communiquer également en permanence avec notre cerveau, vous le savez également, avec notre système immunitaire, également pour nous maintenir en bonne santé. Et enfin, un rôle qu'on a découvert il y a peu de temps, elles nous aident à métaboliser les médicaments, c'est-à-dire à faire en sorte, par exemple, qu'ils soient plus efficaces. Et là, j'ai parlé que des bactéries parce que ce sont les micro-organismes qui sont les plus nombreux et donc les mieux étudiés. Mais il est probable que les virus, par exemple les phages, les levures, les archées, jouent également aussi un rôle important dans le bon fonctionnement de notre organisme et donc pour notre santé. D'accord. Alors, je voulais aussi vous poser une question. On a souvent des gastro-entérologues et des diététiciennes qui nous disent être de plus en plus sollicités par les patients pour faire analyser leur microbiote. Et en fait, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Sokol qui a fait la préface de votre livre. Et je le cite, il dit « Les tests actuellement disponibles pour analyser le microbiote et vendus directement au public n'ont aucun intérêt. » Alors, sachant qu'une analyse de microbiote est facturée entre 150 et 300 euros, du coup, on s'interroge. Alors, en effet, il a raison. Actuellement, les tests qui sont proposés visent principalement à assouvir notre curiosité de savoir à quoi ressemble notre propre microbiote intestinal, plutôt que de réellement bénéficier d'un diagnostic ou d'une prise en charge personnalisée. Alors, la plupart des sociétés qui proposent ce genre de test vont comparer notre microbiote à un microbiote entre guillemets normal, sauf que personne à l'heure actuelle ne sait ce qu'est un microbiote normal. En fait, chacun a un microbiote qui lui est propre et doit tout faire pour essayer de le préserver un maximum, alors, ce qui n'est pas si simple à notre époque. Donc ça, c'est pour ce qu'il y a actuellement. Après, dans le futur, en fait, on voit que les données de la science s'enrichissent chaque jour et que ça devrait permettre dans les prochaines années au corps médical d'utiliser l'analyse du microbiote intestinal pour dépister précocement des maladies, pour mieux les traiter et pour proposer une prise en charge personnalisée, donc qui soit plus efficace. Donc il est probable que dans quelques temps, alors probablement quelques années, une analyse du microbiote fera partie, comme un scanner ou une prise de sang, du bilan de routine pour nous aider à diagnostiquer des maladies ou pour prédire les chances, par exemple, de répondre à un traitement. Mais pour ça, la recherche doit continuer à avancer et doit continuer de préciser, de mieux préciser les liens entre le microbiote intestinal et notre santé ou les différentes maladies. Très bien. Sophie Janvier, est-ce que vous êtes sollicité également par vos patients pour une analyse de microbiote ou peut-être les tests d'intolérance alimentaire plutôt?
Alors, je ne suis pas tellement sollicitée sur les tests de microbiote. En revanche, oui, j'ai beaucoup de demandes concernant les tests d'éventuels allergènes. Et malheureusement, ces tests, là aussi, sont très coûteux et pas toujours fiables, en particulier les tests IgG. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à revenir sur les bases pour avoir un microbiote en bonne santé, c'est-à-dire que je sensibilise avant tout mes patients au rôle du microbiote dans le maintien d'une bonne santé, d'un confort digestif optimal, d'un poids stable et même d'une meilleure immunité. Et pour ça, eh bien, j'explique que l'alimentation a toute sa place et je propose d'avoir une alimentation colorée, diversifiée, pour avoir un microbiote suffisamment en pleine forme ou pour le retrouver. Et je conseille notamment d'avoir une alimentation riche en fibres, parce que comme l'a dit Julien, les fibres, c'est le carburant principal de notre microbiote. Et puis, on peut aussi miser sur les aliments fermentés, comme le chou fermenté, le miso, le kéfir, le kombucha, mais aussi plus simplement le yaourt ou le fromage, qui vont apporter des bactéries vivantes intéressantes pour notre microbiote. Et puis, ce qui est un peu moins connu, c'est important aussi de limiter les excès de sel ou de sucre, qui sont de toute façon néfastes pour notre santé en général, mais aussi pour la santé de notre microbiote. Alors justement, je voulais rebondir sur votre livre, donc La méthode douce pour mieux manger. C'est vrai qu'on a vu fleurir ici et là ces 20 dernières années une pléthore de régimes avec des évictions strictes, comme par exemple celle du gluten, quand bien même vous n'êtes pas malade cœliaque. On a aussi des régimes stricts sans laitage qui sont jugés inflammatoires. Au final, finalement, on s'aperçoit qu'ils sont durs à tenir sur le long cours et que ça génère parfois, voire souvent, en fait, des troubles du comportement alimentaire, voire des carences nutritionnelles. Aujourd'hui, on parle davantage d'équilibre alimentaire et plus de régime. Et la notion de plaisir est primordiale. Et justement, je trouvais que c'était l'ADN même de votre livre. Sophie, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, c'est vrai, le propos de mon livre, donc La méthode douce pour mieux manger, c'est de faire comprendre qu'il est inutile, et j'ai même envie de dire inefficace, de violenter son corps avec des régimes restrictifs. Alors évidemment, il y a quelques cas où ça peut quand même être indispensable. Vous l'avez dit, en cas de maladie cœliaque ou d'épilepsie chez les enfants, par exemple, il peut y avoir des évictions strictes. Mais en cas général, c'est à éviter pour éviter justement d'appauvrir le microbiote, de provoquer des carences, des retentissements négatifs sur l'humeur ou la vie sociale. Par contre, ça peut être intéressant de faire quelques ajustements spécifiques, modérés, comme limiter les aliments les plus pro-inflammatoires, diminuer sa quantité de gluten ou de lactose pour améliorer son confort digestif, ou encore consommer moins d'aliments industriels, les fameux aliments ultra transformés, dont on sait que consommer en excès, ils favorisent les maladies chroniques. Très bien. Alors, pour terminer cette interview, je vous ai demandé à l'un et à l'autre, en fait, quelle est la question qu'une diététicienne voudrait poser à un gastro-entérologue et vice-versa, quelle est la question qu'un gastro-entérologue aimerait poser à une diététicienne. Je vous laisse démarrer, Julien. Donc moi, du coup, en tant que gastro, je suis amené à suivre énormément de patients qui sont atteints d'un syndrome de l'intestin irritable, parce que c'est une pathologie qui touche des millions de Français, et du coup à proposer régulièrement un régime qui est très en vogue et qui a fait la preuve de son efficacité, c'est le régime pour avoir FODMAPs ou low FODMAP. Donc, comme tu le sais, restreindre les FODMAP signifie également restreindre les fibres et donc limiter les aliments à effet prébiotique qui sont bénéfiques pour notre microbiote. Donc, comment fais-tu, toi, Sophie, du coup, pour limiter l'impact négatif de ce manque de fibres sur le microbiote et pendant le régime pauvre en FODMAP? Et est-ce que tu as aussi est-ce que les effets d'un tel régime, bien sûr avec l'accompagnement d'un diététicien ou nutritionniste compétent comme toi, est-ce que il persiste à moyen et long terme? Alors, je suis très sensibilisée, moi, effectivement, à cet aspect dans mon approche du protocole pauvre en FODMAP, pour lequel j'ai suivi la certification de la Monash University. Alors, juste pour rappel, les FODMAP, c'est des glucides qui fermentent dans l'intestin et qui peuvent provoquer un certain nombre de symptômes particulièrement inconfortables, des gaz, des douleurs, des perturbations du transit. C'est le fameux syndrome de l'intestin irritable. Et tu as raison, ça touche des millions de personnes, on dit 5 à 10% de la population française. Et c'est vrai que la plupart de ces aliments riches en FODMAP sont aussi des aliments qui contiennent des fibres, dont on sait toutes les vertus pour la santé et pour le microbiote. Donc moi, je fais en sorte de donner à mes patients une liste la plus complète possible d'aliments qui sont à la fois pauvres en FODMAP,
mais qui garde une bonne teneur en fibres pour limiter l'impact sur le microbiote pendant la phase d'éviction, la première phase. Avec cette approche qui est donc la moins restrictive possible, eh bien, les patients peuvent vivre le protocole d'une manière plus agréable et garder un microbiote sain. Et puis, ce qui est important, c'est qu'il y a une phase 2 dans ce protocole qui consiste à réintroduire petit à petit des aliments qui contiennent des FODMAP, donc des fibres, en quantité croissante. Et ça permet d'élargir considérablement le répertoire alimentaire, donc de le rendre tenable dans le temps et donc d'avoir des effets durables. Et puis, dans cette phase 2, la plupart de mes patients, eh bien, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas intolérants à tous les types de FODMAP, ou bien qu'il y a des effets doses, c'est-à-dire qu'on peut supporter des aliments riches en FODMAP, mais en petite quantité. Donc, ça permet là aussi de garder un répertoire large et des fibres. Très bien. Et question de Sophie pour Julien. Alors moi, Julien, toujours sur le syndrome de l'intestin irritable, moi je constate qu'une approche multidisciplinaire, donc qui combine allopathie, accompagnement psychologique, évidemment diététique, mais aussi probiotique, c'est ce qui va donner des résultats les plus intéressants. Est-ce que c'est aussi ton avis? Et qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller comme probiotique? Alors oui, Sophie, moi je fais le même constat. Alors tout simplement parce que le syndrome de l'intestin irritable, c'est une pathologie qui est multifactorielle et dont les traitements symptomatiques actuels sont peu efficaces. Donc il est essentiel d'avoir une démarche la plus holistique possible et qui tienne compte du rôle central du microbiote intestinal dans la physiopathologie de ce syndrome. Alors, il faut tout d'abord améliorer le mode de vie et l'alimentation en visant, tu en as parlé, une alimentation la plus saine possible, naturelle, si possible riche en fibres, quitte à passer par une étape low FODMAP telle que tu viens de l'expliquer. Et parallèlement à cela, en fait, les probiotiques, en tout cas certains, permettent de diminuer les symptômes comme la douleur, les ballonnements, les troubles du transit et peuvent être efficaces pour améliorer la qualité de vie de ces patients. Alors, tous n'ont pas le même niveau de preuve, c'est vrai, il y en a qui sont mieux étudiés que d'autres et parfois également, il y a certaines associations de souches qui ont montré une meilleure efficacité que d'autres pour soulager ces patients. Donc, le plus important, je pense, c'est toujours de se référer à des conseils d'un médecin ou d'un pharmacien qui connaissent bien ces probiotiques-là. Après, effectivement, le symptôme le plus embêtant et le plus difficile à traiter dans le syndrome de l'intestin irritable étant la douleur. Cette douleur, elle est multifactorielle avec vraiment une composante importante du stress et de l'anxiété. Et donc, c'est vraiment important de tout mettre en œuvre en fait, pour diminuer ce stress et cette anxiété, par exemple avec l'activité physique, mais également des activités de relaxation et également parfois avec l'aide de psychologues. Donc voilà, c'est important de prendre en compte tout ça pour essayer de soulager le mieux possible nos patients. Merci. Notre interview arrive à sa fin. Merci à l'un et l'autre pour vos éclairages instructifs. Donc, je rappelle à nos auditeurs vos deux ouvrages qui viennent de sortir. Sophie, La méthode 12 pour mieux manger et Julien, Incroyable microbiote. Voilà. J'invite aussi les professionnels de santé qui nous écoutent à nous rejoindre dans les équipes pluridisciplinaires Digestime qui sont déployées partout en France en s'inscrivant sur la plateforme digestime.com. Voilà, merci Sophie. Merci beaucoup, merci Alexandra. Julien, et on se retrouve pour une prochaine interview Regard croisé. Merci, au revoir. Au revoir.